Salut les gars et bienvenue dans un nouveau podcast sur ma chaîne. Ça devient une habitude, ça devient une nouvelle envie, ça devient une passion. Et c'est vos commentaires qui me poussent à continuer dans ce nouveau format. Et aujourd'hui, j'ai un pote et un gars super talentueux dans plusieurs industries. Jérémy Denisti avec nous. Salut Jérémy. Salut. Ça va Merci. bien? Ouais, un grand plaisir d'être là. Un grand plaisir d'être là avec toi. Eh ben, en fait, ce qui est drôle, c'est que le début de ce podcast, je rencontre tous des gens qui se connaissent. Donc moi, je t'ai rencontré grâce à Hassan. Ouais. J'ai rencontré aussi Jamel grâce à Hassan. En fait, Hassan a connecté tout le monde à Dubaï. Ouais, je pense que Jamel, c'est, moi, j'ai travaillé avec Jamel pendant 10 ans. Ah, c'est toi qui m'as présenté à Jamel. On s'est vu la première fois, mais c'est vrai qu'Hassan était là aussi. Ouais. Enfin, Hassan, de toute façon, il est toujours un peu le lien. Il est toujours là. Il est toujours là quelque part. Voilà. Mais en effet, ouais. Jérémy, merci d'avoir pris le temps de te poser ici. On va parler de plusieurs choses différentes. Je vais dire ce que je sais sur toi. Et puis tu vas me dire ce que je ne sais pas sur toi. Oh, ok. D'accord. Alors, ce que je sais sur toi, c'est que tu es belge. Ouais. Tu habites à Dubaï. Oui. Tu as eu une carrière dans le cinéma français. Oui, je peux pas le renier. Quand tu étais très très jeune. Et à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, et c'est là que je veux te poser quelques questions. Tu as stoppé cette carrière ou posé cette carrière et tu t'es orienté vers quelque chose de plus corporate. Et donc, d'où ton arrivée à Dubaï. Exact. Ok, ça c'est le résumé. Ouais, on y est. Maintenant, tu vas tout me raconter depuis le début. Waouh. Comment t'as fait tes débuts dans le cinéma? Mais écoute, j'ai toujours fait du théâtre. J'ai toujours été un peu dans le monde du spectacle. En fait, quand j'étais petit, si tu veux, enfin vraiment très très jeune, 4 ans, ma mère me racontait, parce que je m'en souviens pas, mais elle me racontait que dès qu'on regardait un film Disney, après la fin du film, je refaisais tout le film dans le salon, tu vois. Ah ouais? Et donc tu faisais Alice? Ouais, par exemple, ouais, Alice, ouais, toutes les princesses, je les faisais toutes. Et donc du coup, ma mère et en fait ma tante qui était dans le milieu du spectacle, ils ont dit il faut absolument le mettre dans un cours de théâtre, faut faire quelque chose avec ça, quoi. Et donc du coup, j'ai commencé le théâtre quand j'ai eu 4 ans. Et j'en ai fait jusqu'à mes 16 ans, donc j'ai fait 12 ans de théâtre, et j'ai fait un peu de tout dans le théâtre. Donc, la déclamation, de l'art de la parole, du théâtre en lui-même, du seul en scène, mais qui était pas du stand-up, juste du travail de texte. Et j'adorais ça. Et puis, à un moment donné, j'ai croisé quelqu'un, c'est toujours comme ça, tu vois, tu croises quelqu'un qui dit, ah, pourquoi est-ce que votre fils, parce que j'avais 10 ans à l'époque, ferait pas du cinéma ou ferait pas des castings pour le cinéma. Et mon premier casting, c'était pour Nos Jours Heureux, qui est un film de Eric Toledano et Olivier Nakache, qui ont réalisé Intouchable, donc qui ont déjà eu beaucoup de succès, qui avaient du succès à l'époque, mais qui ont explosé encore plus par après, où ils cherchaient un Belge. Donc je me souviens encore, j'avais juste 11 un ans. Belge. Ils cherchaient un Belge. Ils cherchaient un Belge avec un accent belge, tu vois. Et donc forcément, comme c'est typique cliché dans le cinéma français qu'on adore, ils vont aller à Bruxelles pour trouver un Belge avec un accent belge. Et puis là, ils se sont rendus compte qu'il y avait 150 accents différents, que les Belges de Belgique n'avaient pas tous un gros accent belge. C'est vrai, c'est vrai. Mais voilà, ils voulaient un truc un peu, je vais pas dire cliché, mais un Belge typique. Donc je me souviens encore, j'ai fait 4 castings avec eux. Mais en tant que gosse. Ouais, j'avais 11 ans. J'avais 11 ans, je me souviens, tu te rends pas très bien compte. Mais t'as des souvenirs de J'ai des très bons passé. souvenirs. Je me souviens encore de la salle où c'était, je me souviens plus ou moins du quartier à Bruxelles où c'était, je me souviens des premiers échanges avec eux. Pour moi, je m'éclatais juste, tu vois, ils me donnaient un texte, ils me disaient, vas-y, prends l'accent belge, fais ça, fais ça. Il y avait des trucs qui les faisaient marrer, il y avait des trucs que je voyais ça marchait pas, donc j'essayais d'autres choses. Et au final, c'est comme ça que ça a commencé. Et après, tout s'est enchaîné, le bouche à oreille. J'ai rencontré Jamel Ben Salah avec qui j'ai fait beaucoup de films. Enfin, beaucoup de films. Tout est relatif. Hein. Je pense dans ma carrière, je pense même pas qu'on puisse appeler ça une carrière, mais j'ai tourné 5 films. 5 ou 6 films. Écoute, j'ai filmé aucun film, donc tu as une carrière que je n'ai pas. Mais et donc voilà, c'est comme ça que ça a commencé en tout cas. Ok. Et donc en fait, une fois que t'es sur ce set, moi les termes que je connais sont en anglais. Un set, c'est plateau de tournage. Ouais, voilà. Sur le tournage, t'étais venu déjà avec beaucoup d'expérience vu que t'as fait du théâtre. Eh ben, écoute, c'est ce que je pensais, c'est ce qu'on pourrait penser, mais s'il y a un truc que je me souviens de tous les castings et à chaque fois que j'étais sur la scène, il y avait des trucs qui fonctionnaient pas, c'est Eric et Olivier me disaient toujours, on n'est pas au théâtre. Oublie tout ce que t'as appris et recommence de zéro. Et en fait, c'est ça la magie du cinéma, c'est qu'au final, t'as pas besoin d'avoir des cours les cours c'est très bien, ça peut t'apprendre des trucs, mais ça doit venir de toi, tu vois. Au final, tu joues, tu dois pouvoir rentrer dans ton rôle, rentrer dans le personnage en lui-même.
et vivre comme si tu étais ce personnage. Ouais. Mais c'est pas le théâtre où tu fais de l'interprétation de texte. Il y a beaucoup de textes au théâtre qui sont des textes anciens. Donc tu dois un peu rentrer dans la dynamique de l'époque. Les mots sont pas les mêmes. Quand tu fais du cinéma, ça doit venir de toi. Tu vas dire, ok, qu'est-ce que cette personne dirait? C'est interpréter la vie, en fait. Exact. C'est exactement ça. Ouais. Et donc, interpréter la vie, c'est pas du théâtre. Et du coup, quand tu interprètes la vie, ça te libère aussi. Tu peux commencer à venir avec des... Tu t'amuses, en fait. Tu t'amuses, tu viens avec des impros, tu viens avec des... Tu te dis, ah, ce personnage-là, il dirait pas ce que tu as écrit, il dirait plutôt ça. Et après, tu as la discussion avec les réals, avec les scénaristes en disant, écoute, ouais, on est d'accord, ou non, on n'est pas d'accord, et tu peux faire évoluer. Et c'était ta première expérience comédie? Ouais. Ok. Ouais, et c'était nouveau pour toi, donc, de faire quelque chose drôle, et du coup, c'est fun de faire quelque chose de drôle? Ouais. Et je pense même pas que je me rendais compte que je faisais de la comédie. Pour moi, en fait, le génie était dans l'écriture du texte et du scénario. Puis je tournais avec Omar Sy, Jean-Paul Rouve, tu vois, Marie-Lou Berry. La comédie, elle venait de là, tu vois. Ouais, elle venait de là. Tu veux te passer du temps avec eux, déjà, c'est priceless, c'est génial. Je sais pas si je me rendais vraiment compte, j'avais 12 ans, 13 ans. C'est des gens super simples, super abordables et tout. Tu les vois plus comme tes potes de... J'ai même pas envie de dire de travail parce que tu te rends même pas compte à quel point c'est pas vraiment un travail. C'est fun. Mais c'est comme ça que tu rentres dans la comédie et pas volontairement par choix, je veux dire. Ultra intéressant. Donc, tu as ta carrière, on va dire, entre ton premier film, ton deuxième, ton troisième, tu es quand même à l'école. Ouais. Comment ça se passe, ces deux mondes différents? Bah, écoute, en Europe, c'est très régulé. Si tu veux tourner avec des enfants, ça doit être fait à des moments où, donc pendant les grandes vacances. Typiquement, la majorité des films que j'ai faits, même au total, sur les 5 films, potentiellement 3 sur les 5, sont les films où les acteurs sont principalement des enfants. Et donc forcément, ça s'est toujours tourné pendant les grandes vacances. Donc tu avais un peu de prépa, aller-retour à Paris, surtout moi j'habitais en Belgique, tu vois, donc c'était moins facile pour moi. Mais et tes parents venaient avec toi? Mes parents venaient avec moi au début, puis au deuxième film, je pense plus à chaque fois. Puis tu te crées des habitudes, tu vois. Et le cinéma est bien, c'est bien foutu. Tu vois, et on va te payer ton billet de train, on vient te chercher à la gare, on t'amène là où tu dois être, on fait en sorte que tu sois à l'heure, etc. C'est bien fait. Je me souviens pas être dans un struggle. T'étais l'influenceur de l'époque. Ben ouais, mais écoute, peut-être, je sais pas. Il y avait à peine quand j'ai tourné mon premier film, donc je te parle de 2006, 2005. Il est sorti en 2006. Il y avait pas YouTube, tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je pense même pas que YouTube était déjà inventé. Ouais, je pense que c'était 2006. Ça venait de sortir à ce moment-là. T'avais d'office pas Insta, t'avais pas Facebook, donc le concept même d'influenceur, je pense pas qu'il était discuté comme il est discuté aujourd'hui. Pas du tout. Et donc après, tes potes te voient sur le grand écran. Ça se passe comment? Ben écoute, je vais dire mixé. C'était une époque qui était difficile. Mais tu l'as vécu comment, toi? Est-ce que t'es introverti ou extraverti? Non, écoute, je pense que je suis passé par plusieurs stades de ma vie. Intéressant. Et que le cinéma me fait passer par plusieurs stades de ma vie. Il y a des moments où je me suis senti très très seul. Parce que justement, tu es en train de vivre quelque chose. Et je pense particulièrement dans l'adolescence, quand tu as entre 14 et 17 ans, je veux dire, tu vis quelque chose que tu te rends compte que très peu de gens autour de toi vivent, que très peu de gens comprennent. La célébrité aussi. Tu commences à te faire reconnaître dans la rue. Quand t'es jeune, ça veut dire que tu perds beaucoup de liberté quand t'es jeune. Je pouvais pas me permettre d'aller dans un bar ou en soirée avec mes potes et faire ce qu'eux ils faisaient, tu vois, ou m'éclater autant, parce que t'avais toujours quelqu'un qui te regardait, t'avais toujours quelqu'un qui venait te parler. C'est curieux ça. Je pensais que c'était juste nous les Arabes qui avons ça ici dans le Middle East. Non. Parce que moi je dois aussi faire attention à plein de trucs que je peux pas faire en public. Mais c'est drôle que tu aies vécu le même truc en Europe alors qu'il y a beaucoup plus de liberté. Ouais, mais il y a des moments où tu le vis quand même assez mal. Parce que ça te met des barrières au moment de ta vie qui est ton adolescence où là tu as envie d'avoir la liberté de faire le plus de choses possible, tu vois. Et t'as pas le recul de te dire que tu es un adulte et que tu dois prendre la situation. En fait, tu as l'impression qu'on t'impose la situation. Et c'était compliqué, ouais. T'arrives en boîte, tu veux juste te marier avec tes potes et puis il est 2h du matin, tu vois, et t'as des gens qui viennent te voir et dire ouais, c'est toi que. Et alors les gens ont toujours des idées préconçues sur la personne que toi, tu vois. Et tu dois montrer le meilleur de toi-même. Exact. Et parfois tu peux pas, parfois t'as juste envie d'être tranquille. D'un burger. Et alors, ouais, exact. Et alors, le truc, c'est que je me suis rendu compte, t'as des situations où t'es toujours perdant. C'est-à-dire que si t'es un mec très cool et très sympa et très avenant et tout, tu fais plus que ça. Donc, tu passes ton temps avec eux, tu réponds à toutes leurs questions, tu prends des photos, t'as plus de vie. Donc, t'es perdant. Et si d'un autre côté, tu dis, ouais, écoute, bah voilà, ouais, j'ai fait ça, on prend une photo à l'aise et tout, et puis tu fais un peu ta vie de ton côté, ils vont être là, putain, t'as vu comment il se prend la tête, il veut même pas parler avec nous.
Donc, à des moments de ma vie enfin, où quand j'étais très jeune, quand j'étais adolescent, je me suis dit, putain, mais tu perds ou tu perds, quoi. Ouais, c'est ça en fait. Moi, j'ai eu une fois, je pense que c'était le Nouvel An. J'étais à une soirée ici à Dubaï et fin de soirée, je suis mort, je suis fatigué. On a dansé toute la soirée. Et t'as un mec qui me reconnaît dans la réception de l'hôtel et il vient, il me parle et il a énormément d'énergie, ce qui me fait plaisir. Mais moi, j'étais mort. Ouais. Et le gars, il me regarde comme ça, il me dit ah, en fait, t'es juste drôle dans tes vidéos. Je dis, je savais pas quoi répondre, du coup j'ai dit oui, parce que Ouais. c'est un métier, tu sais. Ouais, mais c'est clair. Si je suis marrant partout, j'ai plus d'énergie, j'arrive plus à faire ce que je suis en train de faire, tu vois. Et ça, les gens, je pense que c'est naturel, c'est Bien automatique. sûr. Quand tu vois Will Smith, tu as envie qu'il soit positif Ouais, comme tu le vois. exact. Mais malheureusement, Bah, c'est les gens pas sont le cas. des humains, quoi. Voilà. Enfin, je veux dire, dans les deux sens, ça marche dans les deux sens. Voilà. d'ailleurs. Et le problème, c'est que on t'a dit ça, t'as vu, tu t'en souviens, tu m'en parles. Ouais. C'est des choses qui te marquent, tu Ouais, vois. ça te marque. T'as pas envie qu'on te Ça dise te ça. marque. En fait, ça m'a marqué parce que, et à un moment, je m'étais mis en doute. Est-ce que je devrais être drôle quand je vois mes fans? Exact. Parce que c'est aussi beaucoup de pression, tu vois. Et parfois, je préfère me donner beaucoup plus d'énergie et être drôle ou sympa ou je parle trop au lieu d'être moi-même ou parfois je suis un peu down et après les gens vont dire ah il se la Ouais. pète. Ouais, Tu mais on vois. peut le dire, dans la vie, t'es un Mm. enfoiré, clairement. C'est dans tes vidéos. Jérém, t'as toujours joué le belge dans tes films? Non, pas du tout. J'ai joué le belge seulement dans mon premier film. Mm. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des réalisateurs, bah, d'ailleurs comme Jamel, qui m'ont Mm. fait confiance pour jouer des rôles, bah, d'ailleurs ni belge ni français, enfin un Dans rôle français. Neuilly sa mère. Neuilly sa mère, là, clairement le rôle d'un petit français. Ouais. Fan de Sarkozy, qui a sa carte à l'UMP, qui a grandi à Neuilly-sur-Seine. Donc là, le pur français, quoi. Ouais. Et je me souviens que parfois, ça nous est arrivé de refaire quelques scènes où Jamel me disait « Ah, fais attention sur ce mot-là, tu retombes un peu dans dans tes travers et t'as un peu Voilà. l'accent belge. » C'est ça, Ouais. tu vas trop vite. Comment t'as travaillé sur l'accent français? J'ai pas vraiment travaillé sur l'accent Chose que français. j'essaie de faire sur ma chaîne aussi. Mais si tu vas voir mes premières vidéos, je parlais comme ça, hein. Ah. je parlais comme un vrai Belge. Non, je pense que on a tous un peu, enfin la majorité des gens ont un peu ce truc de cet effet caméléon. Mm. Quand tu parles ou quand tu es plongé dans un milieu pendant quelques jours, Ouais. tu vas finir par adopter C'est vrai. leur manière de parler, etc. En fait, je pense que c'est surtout le R. Ouais, Le principalement. R. Et c'est un déclic ultra simple. Et ouais, il faut s'en rendre compte, il faut Ouais. en avoir conscience. Et il faut que quelqu'un te le dise. Ouais, Te dise, ouais, ah mais- putain, sur ce mot-là, fais attention parce Ouais. que Moi c'est Amel qui arrêtait pas de me le dire. Et dans les commentaires, je l'ai lu aussi, donc j'ai travaillé dessus. Ah, c'est Hassan aussi. Le oui, franchement, ton R. La vidéo est magnifique, mais ton R, travaille ton R. non, c'est clair, je pense Ouais. qu'il faut le savoir. Ouais. Et puis, mais là, dans le cinéma, le truc, c'est que tu commences pas à tourner, t'arrives pas de nulle part. T'as des jours de répète, Mm. tu dois essayer les costumes, donc tu parles avec beaucoup de français. Ouais. Et au final, tu finis par adopter un peu. Et puis tu te mets dans le rôle aussi. Tu te dis, hein, comment est-ce que cette personne réagirait? Mm. Et il parlerait pas comme Jérémy. Ouais. Et est-ce que tu t'es fait des faux amis? Qu'est-ce que ça dépend Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont approché parce que tu étais connu, des gens qui voulaient traîner avec toi parce que voilà, tu étais célèbre, ta tête elle était dans des affiches. Quand tu es ado, ça attire ça attire des gens, ça attire des meufs aussi. Hmm. Est-ce que ça t'a aidé au niveau pécho? Raconte un peu tout Bah, ça. je pense que c'est vrai que enfin, c'est pas que je me suis jamais posé cette question, mais oui, potentiellement. Non, mais je veux dire, euh, est-ce que tu as eu des rencontres où à la fin tu t'es dit ah ouais, juste parce que en fait c'est juste Ouais, parce que j'ai totalement, une ouais. autorité. Ouais, ça oui, c'est Ah clair. Ça fait mal, ça ça, hein. facilite, mais ça dépend parce que tu peux aussi le voir du côté positif en te disant c'est un icebreaker de fou. Hmm. Si tu as besoin vraiment de rentrer en contact avec quelqu'un, moi maintenant, enfin, et même dans ma carrière plus tard, j'ai utilisé à mon avantage, tu vois, Ouais. pour casser un peu, surtout dans des relations commerciales avec des clients ou des gens. Hmm. Tu peux l'utiliser de Oui, manière bien assez sûr. subtile pour casser la glace. Mais c'est vrai que ça m'est arrivé quand j'étais jeune de dire ah tiens, ce genre de relation, cette personne ou même cette meuf, tu vois, ça aurait jamais été possible si. Ou Ouais. alors tu commences à te poser la question en fait. Tu dis pas ça aurait jamais été possible, tu commences à te dire est-ce que ça aurait été possible si jamais j'avais fait ça, tu vois. Ah ouais, Mais bien le problème sûr. c'est qu'à partir du moment où tu commences à te poser cette question pour chaque élément de ta vie, Ouais. que ce soit que tu fasses du cinéma ou pas, ou que tu aies pris cette décision ou pas, ou que tu sois venu vivre à Dubaï ou pas,
ça t'empoisonne la vie. Tu peux pas te poser continuellement la question, est-ce que cette personne vient me voir parce que, ou... Ouais. Je pense que tu vis un peu avec. Ouais, non, c'est pas un truc auquel tu penses, mais moi, c'était très clair pour moi. Soudainement, j'étais vlogueur au quotidien pendant 1 an. Ouais. Et qui dit daily vlogs dit beaucoup d'énergie et tu as besoin de beaucoup de gens autour de toi. Et en fait, on est devenu un très grand cercle de potes et on sortait tous les jours ensemble, on faisait la fête, on faisait des aventures, des blagues, on faisait à manger et c'était vraiment devenu comme Friends en fait. Et les gens tous les jours attendaient de voir ce que ce groupe de potes vont faire à Dubaï. Et le jour où j'ai arrêté le daily vlog, parce que j'étais en complete burn-out, je pouvais plus continuer. En fait, il y a une grande majorité de ce groupe qui a disparu de ma vie. C'est vrai. Ah, c'est fou ça. Et ce groupe-là, en fait, j'ai compris par après que voilà, c'était pas une réelle amitié. C'est une amitié qui a très bien fonctionné pendant le vlog. Ouais. Et je pense que tout ce qu'on a partagé était vrai et l'amour était vrai. Mais en fait, j'avais besoin d'eux. Ouais, et ils avaient besoin de moi. De toi. Et c'est ça qui faisait qu'il y avait une. Et c'est un truc super bizarre parce que ça, t'apprends pas à l'école. Et t'apprends pas de tes parents parce que c'est un métier qui n'existait pas. C'est pas un film. Ils sont pas payés pour être dans le vlog. Mais donc pour les acteurs, j'imagine que c'est encore pire, je pense. En fait, tu l'as plus. Mais alors, si tu l'as plus, en effet, sur les plateaux de tournage et au moment où tu tournes le film. Parce que tourner un film, c'est un peu. Une famille qui se réunit. C'est une famille qui se réunit et tu vas sur une autre planète pendant un temps limité. Donc ton film va se tourner pendant 2-3 mois, tout le monde est ensemble, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, surtout quand tu filmes à l'étranger. J'ai fait pas mal de films où on a filmé à l'étranger, au Canada, en Bulgarie. Enfin, même pour moi, rien que le fait d'aller en France, c'était déjà aller à l'étranger, tu vois. Donc, t'es 24 heures sur 24 avec ces gens, donc tu crées des liens qui sont très très forts, mais qui sont des liens qui sont en dehors du monde. Et c'est éphémère. C'est éphémère, exact. Et alors à la fin, tu vois, comme quand tu vas en colonie de vacances quand t'es jeune, tu vois, tu penses que ça va être tes amis pour la vie. Tu vas partir en vacances avec eux et tout, et puis 90% des gens ou 90% des gens, tu les vois plus jamais de ta vie après. C'est vrai. Et si tu les revois des années plus tard, direct le contact se refait, mais ça n'existe pas au-delà de ça, tu vois. Ouais, voilà. Mais je pense que après ton premier film, t'as vite compris ça, je pense. Oui, tu le comprends vite. T'as beaucoup de choses. T'as aussi beaucoup de gens dans le milieu, et ça c'est dans tous les métiers artistiques, qui promettent beaucoup de choses, mais où il n'y a jamais rien qui suit après. Et c'est pas spécialement volontaire pour eux, c'est juste parce que dans le milieu artistique, tu as des tonnes de projets tout le temps et tu peux pas poursuivre chacun des projets que tu as, tu vois. Mais justement, en parlant de projets, j'en parlais avec toi l'autre fois et je pense que je t'avais posé la question de pourquoi est-ce que tu n'as pas un agent qui te ramène des films et des scripts, des scénarios, et tu m'as dit que c'était pas quelque chose qui t'intéressait. C'est quand que ça a commencé, cet aspect de j'aime le cinéma, mais voilà, il y a peut-être quelque chose d'autre dans ma vie. Je vais dire que c'est après Neuilly sa mère 1. Donc c'était mon 3e film. J'avais fait Nos Jours Heureux, Big City et Neuilly sa mère. Donc je suis parti 1 an vivre 1 an aux États-Unis. Juste après la sortie. Pour le film? Non, juste après la sortie. Ok, d'accord. Donc j'ai pas vraiment vécu le succès que Neuilly sa mère a été en France parce qu'au moment où c'est sorti, je suis parti vivre aux États-Unis pendant 1 an. Et quand je suis revenu, j'ai commencé mes études. Et j'ai très vite accroché avec le monde des études, les gens que je rencontrais. Je sentais que j'arrivais à créer une relation avec ce monde. Enfin, j'étudiais les sciences politiques et le business et j'adorais tout ce que je faisais. J'aimais tous les gens que je rencontrais, j'aimais tout ce que je faisais. Et je me suis dit, tiens, le cinéma, j'ai pas envie d'en faire ma vie. C'est ce moment-là où je m'en suis rendu compte. Parce que je me suis dit, ok, j'aime bien on and off, tu vois, pouvoir avoir des opportunités, faire des trucs cool. Mais j'ai jamais senti la vibe que j'ai ressentie en rencontrant des gens avec qui tu peux avoir des discussions sur la société, le business, etc. Mais si tu avais vécu la vibe de Neuilly sa mère quand il est sorti, est-ce que tu penses que ça aurait changé ta trajectoire? Peut-être. Peut-être que ça l'aurait changé, peut-être que du coup ça se serait enchaîné, peut-être que mon agent aurait vu l'opportunité, parce que j'avais un agent à l'époque, aurait vu l'opportunité de te dire ah oui ben voilà, Neuilly sa mère a eu du succès, donc t'as ça et ça qui se présentent à toi, est-ce que tu veux le faire? Oui, non. J'aurais peut-être dit à mes parents, tu sais quoi, j'attends, au lieu de partir 1 an aux États-Unis, j'attends 1 an avant de commencer mes études, et je me donne 1 an pour voir ce que le cinéma donne. Peut-être que j'aurais fait ça. Mais tu regrettes pas. Mais je l'ai pas fait et je regrette absolument pas de pas l'avoir fait. Donc, tu fais quoi comme étude, tu m'as dit? Sciences politiques d'abord pendant 3 ans et puis business. Ok. Enfin, le commercial, quoi, sciences de gestion. Est-ce qu'on peut dire que tu es une tête?
Non, Imagine, il dit oui. Non, non, pas du tout. Et je vais pas, on va pas se mentir, j'ai pris beaucoup de plaisir aux études. C'est quelque chose dans lequel je me sentais assez à l'aise et que j'aimais bien. J'aime bien. J'ai ce petit côté. Je peux pas le nier. J'ai le petit côté intellectuel de Neuilly sa mère et je l'ai quand même un peu, tu vois. Je peux pas. C'est aussi pour ça que Jamel a écrit le rôle pour Samy et moi quand on s'était déjà rencontrés sur City. Il avait déjà le truc en tête et il se disait putain Samy il rentre parfaitement dans ce rôle et Jérémy dans celui-là. Donc c'est un peu Neuilly sa mère, c'est un peu des versions exagérées de ce qu'on est dans la réalité. Ouais. Et c'est totalement vrai parce que parfois je te surprends avec Jamel à parler de choses. Moi je me mets sur le côté et j'écoute et j'apprends. Et c'est des trucs qui partent dans tous les sens, des statistiques, politiques, histoire, géographie. C'est quelque chose de fabuleux d'avoir autant de range dans ta personnalité, c'est très bien. Mais Jamel était quelqu'un qui est très important dans ma vie, évidemment professionnellement parlant, parce que c'est lui qui m'a fait tourner 3 des 5 films dans lesquels j'ai tourné, mais qui est devenu un ami. Que je considère aussi d'une certaine manière comme un mentor, mais qui va au-delà du monde artistique. C'est quelqu'un pour qui j'ai énormément d'admiration, pour sa carrière, pour la personne qu'il est, et pour ses opinions. Et en effet, on a fini par développer cette relation où on échange énormément d'idées, et c'est ça qui me plaît, de trouver des gens comme ça. Et je dois dire, je vais être tout à fait honnête, dans le cinéma, j'ai pas trouvé beaucoup de gens comme ça. Et j'en ai trouvé plus dans ma carrière, après, que dans le cinéma. Parce que Jamel n'est pas dans le cinéma business, je pense. Il est plutôt dans le cinéma. Ouais, je pense que il fait du cinéma avec son cœur. Ouais, voilà. Et il a des messages à faire passer et des très beaux messages. Il a une façon de voir la société qui est unique. Et on en apprend beaucoup quand on s'assoit avec lui. Non, mais moi, ce qui me surprend jusqu'à aujourd'hui, c'est que tu as ce talent et cette ouverture-là, et que tu as quand même décidé de rester dans le monde de corporate, et donc tu es venu à Dubaï. Est-ce qu'on peut parler de cette transition? Donc, est-ce que tu as travaillé en Europe? Ouais. Ok. Donc, j'ai terminé mes études de sciences de gestion, et puis j'ai commencé à travailler chez Unilever, qui est une des plus grosses boîtes en consumer goods au monde. T'as commencé haut, toi, direct. En fait, j'avais fait mon stage chez un concurrent, chez Procter & Gamble, puis après, donc j'ai tout de suite j'ai adhéré au monde des biens de consommation. Ça m'éclatait d'aller dans le supermarché, de me poser plein de questions sur les produits, donc je me suis dit autant aller bosser dans cette industrie-là. Tu leur as montré un CV ou le film? Non, justement, c'est une boîte Unilever en Belgique, tu as 80% de néerlandophones qui n'avaient aucune idée de quoi que ce soit. Donc, j'ai vécu dans ce secret pendant assez longtemps, pendant quelques mois, avant que quelqu'un dise mais lui c'est le mec qui. Je voulais pas spécialement, tu vois, je voulais pas non plus créer un break entre les deux, mais je voulais pas que ce soit une raison pour que les gens te traitent mieux ou différemment en tout cas. Différemment, mieux ou moins bien, mais dans tous les cas différemment. Et donc j'ai bossé pendant 4 ans et demi chez Unilever en vente et en marketing. J'ai bossé en France, en Hollande, en Belgique. J'ai pris mon pied, j'ai adoré. J'ai fait un film, Neuilly sa mère 2, pendant que j'étais là-bas. Donc j'avais de la chance, je bossais justement en France. Jamel m'a proposé Neuilly sa mère 2. 10 ans plus tard, c'était difficile de dire non. Faut trouver toute l'équipe. Samy, Jamel, retravailler, refaire du cinéma 10 ans plus tard, tu vois. Enfin, c'était 9 ans plus tard, mais bon, 10 ans plus tard. Et j'ai eu la chance d'avoir des boss incroyables qui m'ont dit, écoute, voilà, on te laisse poser tous tes jours de vacances pour aller tourner le film, et même plus. On a bossé comme des fous, c'était 7 jours sur 7. Il avait adapté tout le planning de tournage pour que moi, je puisse encore aller bosser, tu vois. Donc, c'est des super bonnes expériences. Et puis, parce que tu me parlais de Dubaï, c'est quand même ici qu'on est. Depuis toujours, je voulais partir à l'étranger. C'est pour ça que j'étais parti 1 an aux États-Unis. Ma femme, que j'ai rencontrée il y a 6 ans, on est mariés maintenant, elle avait toujours cette volonté-là aussi. Et donc, elle, si tu veux, elle travaille pour un gros cabinet de conseil international, un des plus grands. Et en fait, ça fait depuis 3 ans et demi qu'elle travaille là, qu'elle était à la recherche d'un endroit où nous, on pourrait aller vivre. Donc, elle faisait des projets en Europe, en Afrique du Nord, en Asie, tu vois, un peu partout. Et puis, un jour, elle est venue à Abu Dhabi. C'était même pas Dubaï. Elle m'a dit, écoute, il faut absolument que tu viennes ici. Ce pays est incroyable, c'est exactement ce qu'on recherche. Je n'étais jamais venu. Je suis venu ici pendant qu'elle était sur le projet. On est tous les deux un peu tombés amoureux de l'ambiance, des gens au UAE et à Dubaï particulièrement, même si on adore Abu Dhabi aussi. Elles ont le flair, les femmes, pour ce genre de. Elles ont un instinct incroyable. Que nous, on n'a pas. Mais je pense qu'elle savait aussi exactement ce qu'on cherchait, tu vois. Ouais. Parce que direct, elle a pu me dire, viens ici, prends un billet d'avion, tu vas retrouver ça, ça et ça, et c'est exactement ce qu'on voulait, quoi. Et puis ouais, tu tombes très très vite. En fait, cette ville, je me rends compte, Dubaï, tu l'aimes, tu l'adules ou tu la détestes. Mais il y a pas de juste milieu. Et nous, on adore.
On adore. Et écoute, bah voilà, elle m'a dit ça, c'était 2019, mars, avril. Hmm. Et puis on s'est dit, voilà, on se donne 6 mois et dans 6 mois, on part. Et donc, elle s'est fait transférer là-bas avec son bureau. Moi, j'ai quitté mon boulot chez Unilever, un peu à contre-cœur parce que j'ai quitté un job que j'adorais et des gens que j'aimais. Je me rappellerai toujours du jour où j'ai dû annoncer à mon patron, parce que j'étais dans la pub, que je devais quitter en fait le travail et pour aller à Dubaï, parce que j'aimais tellement ce boss. C'était mon premier boss et il m'avait, c'était aussi mon mentor. Et il avait tellement d'estime pour moi. En fait, j'étais le plus jeune employé de la boîte et il m'avait donné un bureau à moi tout seul. Alors que tous les autres, ils étaient dans des pièces communes. Et en fait, il a vu quelque chose en moi que même moi, je voyais pas. Et du coup, c'était très difficile pour moi de toquer à la porte et de dire écoute, Bernard, je quitte le pays, en fait. Mais comment il l'a pris? Mais il m'a dit, je n'en doutais pas et je savais que ce jour allait arriver parce que tu as beaucoup trop de talent pour travailler dans. En fait, ce que je faisais, j'étais dans une agence de pub qui faisait tous les magazines de Cora, les supermarchés Cora. Et j'étais donc directeur artistique de ce magazine-là. Et il m'a dit, je pense que tu as un talent beaucoup plus grand que ce que tu es en train de faire ici. Donc il a bien pris. Mais je pense que ça, c'est un signe des meilleurs mentors. Et c'est une discussion que j'avais déjà eue avec quelqu'un qui s'appelle Machal Wakar, qui est absolument incroyable. Peut-être que tu la connais, qui est ici au UAE. Elle est CEO de Tempest. Non, je connais pas. Super jeune, je vais voir. Brillante. Et elle me disait la même chose. Elle, c'est comme ça qu'elle réagit avec ses meilleurs talents. Elle sait très bien qu'à partir du moment où elle nurture un talent et elle le fait grandir, il y a un moment donné, ils vont partir. Et c'est ce qu'elle me disait, c'est la discussion qu'on avait, c'est la discussion que aussi ton mentor t'a dit, et c'est ce que mon mentor m'a dit aussi. Les meilleurs mentors sont ceux qui vont te permettre de déployer tes ailes et d'aller pouvoir voir ailleurs, en sachant que tu seras toujours proche d'eux, et pas que tu leur dois quelque chose, mais moi, je vais rester incroyablement loyal envers mes 2-3 mentors que j'ai eu dans ma carrière. Et Jamel en fait partie, et j'en ai d'autres chez Unilever, j'en ai 2 autres chez Unilever, 2 personnes que j'ai en tête. Je me dis, si un jour ils me demandent quelque chose, je serai là pour eux et je foncerai parce que c'est les gens en qui tu étais proche, mais c'est aussi moi, mon dernier mentor, mon dernier boss, il m'a aidé à trouver le taf que j'ai maintenant. Il m'a aidé à partir alors que il trouvait ça triste que je parte et il voulait que je reste, mais il m'a quand même aidé à partir parce qu'ils savent que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et ça, je pense que c'est une caractéristique des meilleurs mentors. Tu débarques à Dubaï. C'est un monde totalement différent. On a eu exactement, je pense, le même choc, vu que je viens aussi de la Belgique, peut-être avec la seule différence que moi j'ai ce background arabe, donc peut-être que la communication était plus facile ici, j'avais déjà quelques repères, mais je veux dire le choc Belgique-Dubaï, la mentalité, les ambitions, le fait que la Belgique n'est pas vraiment un hub international, comme Paris pourrait l'être, comme Los Angeles, comme Hong Kong, comme c'était quand même une grande claque pour moi de voir que waouh, ça bouge tellement vite ici. Pareil, comparé à la Belgique. C'est pas que moi je dis toujours la Belgique, je l'adore. C'est pour moi, j'ai eu mes plus beaux moments en Belgique, mais il y a quelque chose qui manque, c'est cette énergie qu'on a retrouvée ici. Non, exact. Et comme tu le dis, moi je serai le dernier à cracher sur la Belgique. La Belgique, c'est mon pays, c'est ma maison. Donc ça restera dans mon cœur toute ma vie et un jour je rentrerai en Belgique, sûrement. On le fera tous, mais en effet tu prends une énorme claque quand tu arrives ici, de par la diversité des gens. En fait, la plus grosse différence, je trouve, entre ton pays d'origine, je vais même pas dire la Belgique, mais ton pays d'origine et le pays où tu vas t'expatrier, et surtout les endroits comme Dubaï, c'est que tu grandis en Belgique et c'est un peu ça fait partie de la normalité de vivre où tu grandis. Je pense qu'il y avait une statistique, je sais plus de quand elle date, mais en moyenne, les gens vivent à 12 km de là où ils sont nés, tu vois. C'est genre la moyenne mondiale, tu te dis. Parce que ça a toujours fait partie de l'humanité. Depuis la nuit des temps, tu vis où tu es né, etc. Et en fait, tu arrives ici et tu es dans une ville où tu as quoi, 80, même peut-être 90% d'expats. Donc que des gens qui sont venus vivre ici par choix. Parce qu'ils poursuivaient quelque chose d'un point de vue personnel ou professionnel. Et donc, tu as une énergie qui se dégage ici, qui est hallucinante parce que la totalité des gens mettent une énergie folle dans leur vie, dans leur travail, dans la façon dont ils vivent leur vie, que tu ne retrouveras jamais dans ton pays d'origine, peu importe d'où tu viens. Et c'est ça qui m'a donné la plus grande claque, c'est que tout le monde est toujours prêt à tout faire ici. Tu rencontres des gens qui ont des histoires de fous sur comment est-ce qu'ils sont arrivés à Dubaï. La tienne déjà. Non, mais tout le monde a une histoire unique. Tu vois, tu parles avec n'importe quelle personne.
Ouais. Tu vas jamais avoir quelqu'un. C'est très rare d'entendre Tu vas jamais avoir, tu vas rarement entendre quelqu'un dire je suis né ici et puis Ouais. voilà. Et puis voilà. Ouais. Et j'ai Même grandi, les gens donc qui sont nés forcément, je ici, travaille- mais- forcément Exact. ils ont été à Oxford ou Exact. tu vois. Donc, tout le monde a une histoire de fou et tout le monde se démène. Rien n'est acquis ici à Dubaï. C'est ça un peu la fausse image qu'on en a, mais rien n'est acquis. Tu dois travailler dur pour tout ce que tu as. Ouais. Mais donc, du coup, le fait que tout le monde travaille dur pour avoir ce qu'ils ont dégage une énergie de folie dans la ville. Fait que tout bouge vite, qu'il y a des nouvelles choses tous les jours, qu'on est à la pointe de l'innovation sur plein de choses, sur plein de sujets. Et il y a plein de défauts à la ville aussi, hein, comme toutes les villes, Oui, elles sont oui, pleines de bien sûr. défauts. Mais tu as quand même cette énergie que tu retrouves. Hein, moi, en tout cas, pour avoir un peu voyagé, je vais pas dire beaucoup voyagé, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont voyagé beaucoup plus, mais que j'ai retrouvé encore nulle part ailleurs. Ouais. Peut-être dans des villes comme Singapour, Hong Kong dans une moindre mesure, mais jamais Ouais. autant qu'ici. Et puis, il y a rien à faire. Tu as le soleil toute l'année, il fait beau. Ouais. Ça donne une patate à la majorité des gens. Tout le monde est heureux de. Ça fait partie du bonheur, je Ça pense. fait partie du bonheur. Ouais. Ça fait clairement partie du Ouais. bonheur. De toute façon, si t'aimes pas le soleil, jamais tu viendras t'expatrier à Moi, Dubaï. donc, je me rappelle les journées les plus difficiles que j'ai eues de ma vie ici à Dubaï. Je lève la tête et tout d'un coup, tout va mieux. ouais. Parce qu'il y a le soleil, il y a Exact. le. Je sais pas, c'est Puis une tu te lèves le vitamine, je matin, pense. quoi. Qui... Tu te lèves tous les matins, tu Ouais. regardes par ta fenêtre, le soleil Ouais. brille, quoi. Tu vois, tu Mm. te dis. Ça peut paraître ridicule dit comme ça, mais ça joue à mort sur ton inconscient. Moi, je connais un gars qui a quitté Dubaï parce qu'il aime la pluie. Ah bah écoute, peut-être que parfois ça me manque. Hein. Parfois je me dis un bon jour de pluie, ça Mais me ferait pas le de mal. mec, On veut toujours ce qu'on n'a pas. il a tout basé sur il veut aller dans un pays où il pleut. C'est ouf ça. Ouais. Mais le gazon est toujours plus vert de l'autre côté. Ouais, tu vois, ouais, tu te dis, ouais. tu veux Ouais. toujours ce que t'as pas. Mais est-ce que ça fait pas bizarre de prendre ta position dans la boîte où tu es et tu compares à une position qui est pareille dans une boîte qui est semblable en Belgique et tu vois la différence du salaire, la différence du lifestyle. Elle est où la réalité? Je pense que c'est une bonne question. Bah, peut-être c'est peut-être intéressant que je dise ce que je fais parce que du coup comme je bosse plus du tout chez Unilever, Ouais. donc je dirige le bureau donc MENA d'une boîte de conseil en transformation digitale et en innovation, qui est une boîte de conseil belge en fait, qui a ouvert un bureau ici il y a 2 ans. On travaille beaucoup avec le groupe Chaloub, c'est pour ça qu'on est assis dans la greenhouse aujourd'hui de Chaloub. D'ailleurs, désolé pour tous les bruits que vous avez dû entendre. En fait, les gens quittent les bureaux parce qu'il Ouais. il est 6 heures. Donc Et voilà. on est entouré de startups, donc Ouais. ça bouge beaucoup ici. Ouais. Et donc du coup, voilà, on fait du conseil en innovation et en transformation. Après, pour répondre à ta question, qu'est-ce que c'est, enfin, la question, elle est un peu plus philosophique que ça. C'est qu'est-ce que c'est la réalité en vrai, Ouais. tu vois? Est-ce que ici c'est pas la réalité, mais bon, est-ce qu'on peut considérer comme la Belgique est le normal ou la réalité? Tu dis oui, il y a des réalités qui sont différentes ici qu'elles le sont en Belgique. Les salaires sont plus élevés, mais rent, enfin la location, tu veux habiter dans un appart, c'est pas le même délire. La majorité des rents ici sont 2 fois plus élevés que le salaire moyen en Belgique. Donc au bout d'un moment, il faut un peu avoir l'argent pour le payer. Nous, ce qu'on facture en tant que boîte, c'est pas non plus la même chose que ce que tu pourrais facturer en Belgique, parce que le scale n'est pas le même. Tout est plus gonflé, j'ai l'impression. Tout est plus gonflé, tout est plus grand. Pourquoi? Parce que tu es juste dans une plus grande ville, dans un plus grand pays qui est un carrefour entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, où il y a beaucoup d'argent qui circule. Parce que mécaniquement, tu as beaucoup de boîtes qui ont leur siège ici, qu'il y a beaucoup d'activités, parce que c'est un hub logistique, c'est un hub d'innovation, c'est un hub de finance. Donc, forcément, tout est plus grand. Je veux dire, c'est presque pas par choix, c'est par by design, tu vois. Ouais. Donc, au bout d'un moment, oui. Je pense qu'on fait très vite abstraction de tout ça quand on est à Dubaï. Ouais. Après 1 mois ou 2, tu es très vite habitué à avoir, à dealer avec des gros montants, à payer des gros montants, Ouais, à recevoir des gros montants. Ça devient c'est clair. normal. Et puis tu repars en Europe, pardon de te couper, Non, c'est ça que et j'allais dire. il y a une limite de 50 € que tu peux payer cash. Ouais, Et il y a des magasins qui n'acceptent même plus le cash. ouais. Ici, moi, je travaillais au Gold Souk avec mon père. Et donc, le Gold Souk, c'est donc le marché financier de l'or et le diamant, etc., ici à Dubaï. Et je me rappelle, jusqu'à ce que j'ai quitté, il y avait toujours, tous les jours, un camion qui vient et t'as 2 personnes qui poussent 50-60 kilos d'or et les lingots sont visibles, tu peux les voir. Tu vois, pas armés, rien du tout. Et les gens regardent même pas. Ça fait partie de. Ouais, et c'est un des gros avantages enfin, c'est ce que je disais, on rigolait avec ça avec ma femme, c'est tu dis, à partir du moment où tu as vécu en Belgique et à Dubaï, peu importe où tu vas dans le monde, tout aura l'air pas cher. Parce que la Belgique est quand même un des pays les plus chers au monde, et Dubaï, bon, La n'en Belgique, parlons pas. Ouais, la Belgique, bah, quand même au niveau. Dans quel sens?
bah, je veux dire, faire tes courses et tout, c'est quand même un pays où le niveau de vie est quand même assez élevé, quoi. C'est peut-être pas les pays du Nord, genre le Danemark, la Suède et la Finlande. J'ai habité en Finlande, Ouais. c'est encore plus abusé. Mais quand même, si tu as vécu en Belgique, tu vas voyager dans beaucoup de pays dans le monde, Ouais. en Asie, Ah oui, oui, comme ça, bien sûr. même aux Bien États-Unis ou sûr, en bien Amérique sûr. du Nord ou en Amérique centrale, Amérique du Sud, tout a l'air moins cher. Mais Oui, oui, tu as oui, vécu oui. en Belgique et à Dubaï, tu peux partir en vacances n'importe où et tout trouver plus ou moins C'est abordable, vrai, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Mais après, t'entends rarement des gens dire Dubaï c'est cher. Pourquoi? Parce qu'ils savent tout ce qui vient avec. Ouais, exact, T'as la paix, t'as une totalement. sécurité, Ouais, tu as le beau temps, et puis tu as une chose qui ne s'explique pas, c'est le lifestyle. t'as le lifestyle, exactement. Et nous, on est parti pour le lifestyle, hein. Mm. On est venu vivre ici pour le lifestyle. Tu te dis oui, ma pizza est plus chère, mais Mais c'est probablement je suis au bord d'une une belle des meilleures piscine. que tu as mangé, c'est au bord d'une belle piscine. Voilà. Non, mais c'est ce que. Enfin, nous, on est en vacances tous les week-ends. Ouais. Ouais. Tu vois, tout ce que j'avais en Belgique avec la carrière que j'adorais et le job que j'adorais et mes 25 jours de congé par an, Mm. toute l'année t'économises pour pouvoir partir pendant 25 jours en vacances, peut-être 2 fois 2 semaines ou peu importe. Ici, ce que j'économisais toute l'année pour avoir pendant 2 semaines après 6 mois en Belgique, je l'ai tous les week-ends. Mm. Donc tu te dis, Mm. tous les week-ends, je peux aller à la plage. Tous les Ouais. week-ends, je peux aller au bord d'une piscine. Ouais. Tu le mérites parce que et- tu as fait des bonnes études, tu as travaillé dans les bonnes sociétés, tu as eu les bons mentors, donc voilà, c'est très mérité. Et c'est ça que j'aime bien à Dubaï, c'est que si tu mérites quelque chose, tu l'as. Ouais, Tu vois, exact. alors que je pense qu'en Europe, tu pourrais être très bien qualifié et ne pas vraiment avoir les bons postes ou ne pas, tu vois. Tu vas toujours avoir un plafond de verre. Il y aura Ouais. toujours un plafond de verre. Je dis pas qu'il n'y a pas de plafond de verre ici, mais il est quand même beaucoup plus haut. Mm. En Europe, tu as très très vite un plafond de verre, tu as très très vite des process, des règles à suivre, des choses. Tu dois rentrer dans les règles. Et honnêtement, il n'y a pas que des aspects négatifs, ça t'apporte une certaine sécurité. Mm. Si tu as envie de vivre une vie tranquille avec ta famille, être sûr d'avoir ton salaire à la fin du mois, si tu perds ton boulot, tu as un chômage, des choses Ouais. qu'il n'y a quand même pas à Dubaï, Ouais, on ouais. peut pas mentir là-dessus. La Belgique, c'est un pays parfait Bien sûr. pour avoir ta petite maison, ton jardin. Et J'en tout, parlais hier tranquille. justement à une famille belge que j'ai rencontrée. On était dans un resto libanais. C'est bizarre d'être à Dubaï. En fait, le concept même du bonheur, c'est quoi? C'est d'avoir les gens que tu aimes le plus au monde, proches de toi, Mm. dans un environnement simple. Et je pense que la Belgique offre un très bel espace pour ça. Totalement. Et je pense que c'est la Belgique, elle est pas lente, mais elle est chill. Ouais, Tu vois, elle est comment dire chill, elle est relaxante. ouais, exact. Ouais. Et je pense que arrivé à un certain âge, moi je pense que mon bonheur sera en Belgique. Mais je pense aussi. Je pense aussi. À partir du moment où tu auras trouvé ce que tu as trouvé, ce que tu voulais trouver ici, Mm. que pour toi, le lifestyle, enfin, ou même ce que je disais pour nous, le lifestyle d'aller à la plage tous les week-ends, Ça y et est, tout, on l'a vécu. c'est fait. On l'a Tu vois, fait, c'est tu fait. vois. Maintenant, tu as des enfants, tu as d'autres priorités, Ah tu as ouais, d'autres c'est là choses que dans ça la se vie. Et complique. tu C'est te là que dis, ça se complique. ouais, Non, ok. là, Dubaï devient très cher. Là, Dubaï devient très très cher. Quand C'est t'as vrai des qu'avoir des gosses, enfants est un investissement ici. Ça, c'est clair que. c'est un Enfin, un investissement. investissement que tu fais dans ta famille Ouais. et dans ton bonheur. Non, c'est que oui, mais en Europe, ça coûterait moins cher. En fait, il y a plein de trucs qui sont gratuits qui sont pas gratuits ici. Exact, exact. Ici, de toute façon, tout est payant. Mm. Tu gagnes bien mieux ta vie, mais tout est payant. Ouais. Mais c'est vrai, je dis pas qu'on partira au moment où on aura des enfants, mais je pense qu'à un moment donné, tes priorités changent. Et donc, Mm. c'est normal que tu partes. Et je dis, peut-être la prochaine fois, on partira en Asie, on ira Ouais. ailleurs, ou peut-être qu'on rentrera en Belgique. Je me mets pas d'objectif. Tu referais un film? Je referai un film avec grand plaisir, bien Ouais. sûr. J'ai envie de refaire du cinéma. Le cinéma, j'adore y retourner. Mm. Et une fois que j'y suis, je suis très content de retourner à ma vie d'avant aussi. Ouais. Donc, je le ferai avec grand plaisir. Et si je peux travailler avec des gens que j'aime comme Jamel, je foncerai à 100%. Et pareil, ce serait quelque chose que tu ferais pour le plaisir. Ouais, pour le plaisir, Mm. totalement. Pour le plaisir en tant que hobby, en tant que passion, Ouais. pour être reconnecté à ce milieu artistique. Parce qu'en fait, tu as une sécurité dans ton travail que tu pourrais pas avoir dans le cinéma. Ouais, et puis, au-delà de ça c'est totalement vrai. Mm. Mais au-delà de ça, dans le cinéma, j'ai jamais senti que le cinéma était ma famille de vie. Mm. Mm. Je me suis jamais senti avec les gens dans le milieu du cinéma en me disant, ok, ça, c'est mon univers, c'est mon environnement, je m'épanouis ici. J'ai jamais Ouais, eu parce ça. qu'en général, les gens qui sont dans le cinéma, ils sont très artistiques. Et toi, tu as en fait, tu as le meilleur des deux mondes. Tu as le côté artiste, mais tu as aussi le côté corporate. Et pour moi, c'est hallucinant d'avoir ces deux, parce que je serais fou si j'étais toi. Ouais, Mais t'as su bien balancer aussi, tu vois, t'as su bien équilibrer. Mais moi, par exemple, je vois, parfois, je dois faire des vidéos.
comédie, des petits shows, etc. Mais en même temps, j'ai une boîte de prod à gérer. Et parfois, si je mets trop là, je perds là. Si je mets trop là, je perds là. Non, non, c'est clair. Dans la vie, de toute façon, tout est une question de choix. Tu dois savoir où tu mets tes priorités, où est-ce que tu veux aller. Je pense que c'est très important de faire un travail d'introspection quand même et de savoir, ok, quelle est la personne que j'ai envie de devenir, quelle est la vie que j'ai envie de vivre, qu'est-ce qui me rend heureux, qu'est-ce qui me rend pas heureux. C'est des questions qui sont extrêmement complexes, mais je pense que tout le monde doit prendre un peu le temps pour se poser ce genre de questions et pouvoir y répondre. Mais je pense que moi, je me suis précipité dans une carrière. En fait, cette carrière m'est venue à moi, j'ai pas décidé. Et je pense que j'ai passé 5 ans à carburer sans vraiment m'avoir posé les bonnes questions de savoir qu'est-ce que je veux faire en fait. Et là, cette année-là, avec le Covid, je pense que je me suis vraiment posé et j'ai eu une vision un peu plus claire de ce que je voulais devenir. Mais c'est vrai que parfois, tu rentres dans des carrières tellement vite. Ouais, que tu prends pas le recul. Voilà. Et puis tu sais pas non plus. Je veux dire, avoir des déceptions ou des burn-out. Je ne souhaite le burn-out à personne. Hein. C'est horrible. J'en ai jamais eu, mais tu vas pouvoir témoigner à quel point c'est horrible. Mais c'est toutes des expériences d'apprentissage aussi. De dire, ok, voilà, ça m'a appris que ça, c'est mes limites. Je peux pas dépasser ces limites. Ça, c'est ce que j'aime faire, ça, c'est ce que j'aime pas faire. Donc, de toute façon, je pense qu'on est constamment, tout le temps dans une phase d'apprentissage. Surtout nous, à nos âges. On a 30 ans. On peut pas prétendre qu'on a tout compris à la vie, qu'on sait exactement ce qui va nous plaire, etc. Mais ce qu'on a compris, on essaie de le partager. Et ce qu'on a envie d'apprendre, tout est accessible maintenant. Exact. Ce qui est fantastique. Formidable. Ah, on touche une belle fin de podcast. C'est beau ce qu'on vient de dire. Ouais, j'aime bien aussi. Non, mais j'aime beaucoup et vraiment, moi, j'aime bien cette vibe de ce nouveau groupe que j'ai appris à connaître ici à Dubaï. Donc toi, Jamel et tous les autres. Et franchement, ça me ferait plaisir de vous voir taffer sur un film. Justement, avec beaucoup plus de maturité aujourd'hui parce que tu as vécu dans un nouveau monde. Ouais. Tu as aussi automatiquement et inconsciemment analysé les gens, des gens de nationalités différentes. Il y a quand même 200 nationalités, je pense, à Dubaï. Ouais, presque tout le monde, je pense. Tout le monde. Et donc, même, je pense que tu as vu t'as vu d'artistes sur les humains que tu as pu croiser ici, a changé. Totalement. Donc, ce serait curieux de voir comment tu jouerais après avoir vécu à Dubaï avec toute cette maturité, avec... Ouais, ou même écrire. Hein. C'est un truc que j'ai toujours voulu faire, que je fais dans ma vie professionnelle. Et je pense que je ferai dans ma vie... dans mes passions aussi, dont ça en fait partie. Mais c'est clair, je pense que si tu mets des choses sur papier aujourd'hui, t'as pas la même maturité qu'il y a 2 ans, qu'il y a 3 ans, qu'il y a 5 ans. Et ce que j'écris sur papier aujourd'hui ne sera pas la même chose que dans 5 ans, dans 10 ans. Ça fait partie Moi, je commence à écrire maintenant. Je commence à écrire. J'ai mon journal, intime ou pas, mais c'est un journal. Et je trouve que c'est très important d'écrire comment on se sent. Et apparemment, c'est très important d'écrire comment on se sent quand on est à un très bon stade dans notre vie. Comme ça, le jour où ça va pas bien, on va relire un peu ce qu'on faisait, les gens avec qui on était, notre routine quand tout allait bien et peut-être reproduire ces routines-là. C'est une des choses, j'en parlais encore aujourd'hui à mon boss qui a eu une expérience un peu désagréable dans sa famille et donc on parlait justement exactement de ça. C'est une des choses qui est les plus conseillées par les gens qui ont craqué un peu ce truc de happiness, etc. C'est le journaling, écrire. Mais écrire quand tu te sens bien, t'arrives à... Et on n'a pas ce réflexe. Personne, très peu d'êtres humains ont ce réflexe. Et en fait... Parce qu'en général... Non, mais tu te rends compte que t'étais happy quand tu l'es plus. Et en fait, on nous conseille d'écrire quand ça va mal. Mais non, faut aussi écrire quand ça va bien. Quand ça va bien, parce que c'est... Et en fait, quand tu te relis, t'as l'impression que c'est une autre personne. Moi, parfois, je regarde mes anciennes vidéos où je lis mes anciens écrits et je me dis, waouh, c'était moi ça. C'est fou, hein. J'étais plus puissant là, j'étais moins bien là. Et tu te rends compte qu'en fait, on est juste le mélange de qui on côtoie, de ce qu'on fait, des projets dans lesquels on est. Exact. Non, c'est vrai. Et c'est quelque chose que je ne peux que reconnaître. Et j'essaye de le faire moi-même, mais c'est très difficile. C'est très difficile d'arriver à la fin d'une bonne journée et d'avoir le réflexe de dire, attends, je vais me poser 2 minutes et je vais écrire sur un bout de papier 2 minutes ou sur une app ou peu importe, pourquoi est-ce que je me sens heureux ou pourquoi j'ai passé une bonne journée. Mais je pense que si tout le monde avait ce réflexe-là, on vivrait tous des vies beaucoup plus heureuses. Ça nous permettrait d'avoir une sorte de... Tracking. Tracking, se retourner vers un truc qui est positif dans ton passé, comme tu le disais. Donc, si c'est un truc qu'on peut conseiller aux gens, ça, ce serait la chose numéro 1. On va terminer ce podcast sur ce conseil. Je trouve que c'est très inspirant. Les gars, merci d'avoir suivi.
j'aimerais faire des vlogs, des podcasts plus longs que ça, mais voilà, mes invités sont aussi très occupés. Dubaï, ça bouge très vite. Je suis sûr qu'il a un dîner avec sa femme ou avec un client. C'est vrai. Ah, voilà. J'ai un Voilà. dîner avec ma femme. Merci d'avoir suivi. N'oubliez pas de mettre des likes, des commentaires. T'aurais un petit message à dire Non, aux abonnés? écoute, enfin, déjà, j'ai un message pour toi. Merci de m'avoir invité. Ça me fait très très plaisir de faire partie de cette aventure aussi Partagez. avec toi. Et eh bien oui, suivez, likez, followez, enfin tout ce qui se fait aujourd'hui. Et parce que j'adore vraiment le contenu que tu crées, je trouve ça top. Merci. Et voilà, je te souhaite à toi que le meilleur et à tous les gens qui te suivent le meilleur aussi. Merci Jérémy. Merci. Ciao, ciao les gars.